Les morts mystérieuses d'écrivains. Émile Zola naît le 2 avril 1840, soit 10 ans après la bataille d'Hernani. On dirait que je me focalise, mais ce détail a son importance. Il est, dès ses 18 ans, influencé par les classiques, type Montaigne, Molière, mais aussi les auteurs de son époque. Il sera l'admirateur numéro 1 de Balzac, qui l'influencera énormément. Mais pas tout de suite. C'est que Zola sort des sentiers battus. Il invente quasiment à lui tout seul une nouvelle école. En gros, les classiques faisaient du beau avec du beau, les romantiques rompent avec tout ça en faisant du beau avec du laid, et Zola fait du lait avec du lait. C'est l'école réaliste. Les débuts sont d'abord timides. Cependant, il écrit dans les journaux et sa notoriété grandit. Il épouse Alexandrine en 1870. C'est le début de la célébrité. Jeune écrivain, il se mettra sous l'aile des frères Goncourt, qui vivront assez mal l'essor de leur protégé. Il a déjà écrit bon nombre de nouvelles et romans, et en 1878, le succès de L'Assommoir lui permet de s'offrir une petite maison de campagne à Médan. Homme de conviction, il s'intéresse dès le début à l'affaire Dreyfus. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Solé, Il était un capitaine. Une histoire d'erreur judiciaire qui a déchiré la France en deux sur fond d'antisémitisme particulièrement sauvage, qui ne fait pas honneur à notre histoire. Bref, après quelques articles et une analyse à fond du dossier, Zola publie dans l'Aurore, le Figaro ayant refusé pour ne pas froisser ses lecteurs réactionnaires, le 13 janvier 1898, 2 jours après l'acquittement du vrai coupable, il balance tout en 6 colonnes à la une avec ce titre resté célèbre, « J'accuse ». Lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, et dans cet article, il démontre l'innocence de Dreyfus et renvoie chacun à ses responsabilités. J'ai l'air de digresser, ce qui ne surprendrait pas mes élèves, mais certains points de la vie de Zola sont nécessaires pour comprendre la complexité de sa mort, quelques 14 ans plus tard, le 29 septembre 1902. Après 6 semaines de repos dans leur maison de Médan, monsieur et madame Zola rentrent à leur domicile de Paris, situé rue de Bruxelles dans le 9e, le 28 septembre 1902. Comme il fait un peu froid, le valet de chambre fait du feu dans la cheminée de la chambre des patrons. Jules de la Halle, le valet en question, s'inquiète que la cheminée tire mal alors qu'à leur départ, tout fonctionnait à merveille. À l'arrivée des Zola, il en informe la maîtresse de maison. Alexandrine dira alors « On verra ça demain, faites venir les fumistes aussitôt que possible ». Un fumiste, c'est un ramoneur. Le valet de chambre éteint donc le feu, mais laisse, sans le savoir, quelques morceaux de charbon se consumer lentement. Puis, madame et monsieur vont se coucher. Le lendemain, le 29 septembre, Émile Zola est retrouvé par Jules de la Halle, mort, sur le tapis de sa chambre, tandis qu'Alexandrine Zola est au plus mal sur le lit. Les journalistes arrivent au plus vite et déjà les hypothèses les plus dingues commencent à circuler. Zola se serait suicidé, il aurait été assassiné par sa femme, tout ça. La presse de droite se régale de la fin prématurée du cochon Dreyfusard, tandis que la Société des Lettres pleure la disparition du premier d'entre eux. Il était quand même le chef du courant réaliste, nouvelle révolution littéraire. Charles Girard, commis par le préfet de police et désigné expert chimiste par le procureur de la République, confirme l'hypothèse la plus probable. Émile Zola est mort d'une intoxication puis asphyxie par monoxyde de carbone venant de la cheminée. Même si pour l'instant on ignore comment la cheminée a été bouchée, c'est la thèse de l'accident qui est validée. Il n'y aurait évidemment pas de mystère si le défunt n'était pas l'un des hommes les plus valeureux et haïs de France. Depuis son J'accuse, Zola n'a jamais cessé d'être menacé, insulté. On a même posé une bombe à la porte de son immeuble le 2 août 1901. Tout tourne autour de cette cheminée. On parle des trépidations de la rue, qui auraient fait vibrer les bâtiments jusqu'à ce que l'intérieur de la cheminée s'emplisse de débris et se bouche. Pas sûr. Le commissaire Marcel Leclerc évoque l'hypothèse de la cheminée des Zola qui aurait été bouchée à la place d'une autre, désaffectée. La boulette. L'idée n'a pas grand succès. La vérité ne sera rendu public qu'en 1953, soit plus de 50 ans plus tard, lorsque Jean Bedel, journaliste, reprend l'enquête. Il découvre un scoop dans la confidence que lui fait Pierre Aquin, pharmacien de son état. Celui-ci raconte à Bedel qu'en 1928, il avait recueilli la confession d'un fumiste qui s'était chargé de boucher la cheminée d'Émile Zola. Le coupable s'appelait Henri Buronfosse et était membre de la Ligue des Patriotes. Il fréquentait d'éminents membres de la Ligue antisémite et n'évoque aucun complice. Il faudra attendre la mort de Aquin et de Buronfosse pour que l'on puisse citer publiquement le nom de celui qui s'exclamait le 29 septembre 1902 « Le cochon a été enfumé ».
La seule fragilité de l'hypothèse de l'assassinat est qu'il n'y a jamais eu d'aveu écrit et que les propos, les aveux oraux, ne sont que rapportés. Qu'en pensez-vous? Pour ma part, je crois plutôt à la thèse de l'assassinat, mais un accident est toujours possible, c'est d'ailleurs la thèse qui est restée. Chers amis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, ils sont là pour ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.